Vieille peau, épisode 2, un bon vieux scénario. Vieille peau. Quand tu vieillis, il y a un monde d'avant. Jusqu'à 38, ça va. C'est après que tout se casse la gueule, tu verras. Bizarre, un peu les vieilles meufs quand même. Qu'elles passent toujours après les autres. C'est quand même un truc qu'on peut pointer du doigt. Ça fait 62 ans que je joue. Si j'avais pas ça, je me déglinguerais très vite. Il y a 4 ans, j'ai participé à un casting pour une publicité. Je me rappelle juste que c'est l'une des fois de ma vie où j'ai le plus ri intérieurement. Aucune préparation n'était exigée et sur place, on m'a d'abord demandé de simuler un infarctus tout en parvenant à me hisser sur une table où je devais finir allongée morte. Et dans un deuxième temps, j'avais dû sourire tendrement à un verre d'eau qui devait représenter mon enfant. Bon, il y a des moments où dans ce métier, il ne faut pas trop se poser de questions. À ma grande stupéfaction, j'ai malgré tout fini par décrocher le rôle et le jour du tournage, j'ai rencontré celui qui devait jouer mon fils, puisque ce n'était plus un verre d'eau désormais, et il avait 10 ans. J'avais 30 ans à ce moment-là. Donc cet enfant, je l'aurais eu à 20 ans dans la vraie vie. Depuis ce tournage-là, je me demande systématiquement à quel âge nous donne-t-on quel rôle. Et ça me questionne beaucoup sur mon métier et son exercice sur le long terme. Parce que moi, je fais du théâtre depuis l'âge de 8 ans et je suis comédienne depuis 12 ans maintenant. Et même si j'adore ce travail et que j'ai majoritairement beaucoup de plaisir à le faire, si je suis honnête, je me dis parfois que la vie instable que je mène est acceptable parce que je suis jeune et en forme, mais qu'il faut une sacrée sérénité intérieure pour durer. Alors j'ai eu envie d'explorer la question avec les acteurs et les actrices de mon entourage. Leur demander ce que ça signifie pour eux de vieillir dans un métier où l'on est constamment en représentation de soi, de prendre de l'âge dans un métier qui valorise la jeunesse, décortiquer ce qui fait qu'on continue ou qu'on fatigue. Comprendre si dans nos représentations, on n'est pas en train de jouer et rejouer un bon vieux scénario. Dans l'épisode précédent, vous aviez déjà entendu Jean-Noël, un comédien avec qui j'ai joué au théâtre. Il me racontait comment ses cheveux blancs l'avaient catégorisé en tant qu'acteur. Ce jour-là, on jouait dans un immense théâtre à Monaco une pièce de théâtre classique. Jean-Noël, Jean-No pour les intimes, c'est un pince sans rire qui vous fera toujours douter. Une sorte de clown fragile dont les mots semblent sortir de sa bouche en dégringolant. Tout comme il pourrait le faire sur scène, parce qu'il fait partie de ces comédiens magiques qui savent à merveille faire semblant de rater une marche et se vautrer. Dans cette loge pleine de miroirs, je lui ai demandé ce qu'il voyait, lui, dans le reflet. Ce que je vois tout ce qui va pas. De toute façon, bon, comme tout le monde, le grain de la peau, par exemple, j'aimerais avoir une peau comme la tienne. Tu vois, comme quoi, toi tu te diras, j'aimerais avoir la peau comme Grace Kelly ou je sais pas qui. Ouais, et puis de pas avoir de rides, quoi. De pas avoir de cernes, de pas avoir de choses qui sont pas très élevées, enfin très belles à voir, quoi. Ah, moi, je supporte pas. Donc, ça m'emmerde. Parce que voilà, t'as une image de toi, et puis des fois tu te regardes, tu fais ah oui d'accord, c'est pas tellement ce que je pense être. Donc tu essayes de retrouver un peu de sorte d'équilibre entre ce que tu voudrais être et puis ce que tu deviens. Donc en sachant très bien que tu n'arriveras pas à une sorte d'apothéose visuelle. Donc tu essaies juste que tu te rapproches de comme en jeu, tu essayes de faire au mieux, puis quand tu te vois jouer, des fois tu fais oh putain, c'est pas ce que je voulais donner comme impression. Donc là c'est pareil. Et puis dans notre métier, c'est quand même difficile, comme c'est un métier quand même où le visuel est important, les gens te voient beaucoup, jugent ce que tu fais sur ton apparence. Donc voilà, ça vaut mieux avoir un corps un peu en bonne santé ou un visage un peu plutôt pas joli à voir, mais en tout cas voilà. Sauf si tu joues un vieux mec ridé, alcoolique, et là pour le coup, tout est à refaire. De toute façon, jusqu'à 38, ça va. C'est après que tout se casse la gueule, tu verras. Mais il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, bien sûr, arrêter de manger. Respirer, tu peux respirer. Voilà. Faut respirer, oui. Jamais j'aurais imaginé qu'il pensait ça de lui. Je me disais que ça devait être quelqu'un qui ne prêtait pas spécialement attention à son allure. Et c'est pas un reproche d'ailleurs. Alors ce jour-là, je me suis vraiment dit que si même ceux qu'on pense au-dessus de ces questions d'apparence sont horrifiés par leur reflet vieillissant,
on était mal barré. Il m'a même confié avec une timidité hésitante qu'il faisait une sorte de yoga du visage pour avoir les traits moins tirés. J'en revenais pas. C'est sûr que le fait d'exercer un métier où on s'expose constamment, où on doit se laisser regarder, cela exige beaucoup de force intérieure. On romantise beaucoup le fait d'être acteur, que certains peuvent facilement résumer à un exercice narcissique. Mais honnêtement, même avec le temps, pour moi, ça reste chaque fois un exercice éprouvant de se mettre devant des gens pour prendre la parole et se laisser observer. Alors tout en continuant à se maquiller, on a parlé des rôles qui nous sont attribués et à quel âge, et il m'a raconté sa dernière expérience de tournage. J'ai tourné un film où c'est le film de... Je sais pas si on voit beaucoup dedans encore, s'il n'y en a pas coupé. Le de Valérie Lemercier, qui s'appelle Aline. Je crois que ça se passe sur 15 ans. Et j'ai pas eu de vieillissement, c'est ça que je me suis... Ils m'ont pas vieilli. Enfin, ils m'ont teint les cheveux un peu plus foncés quand il était il y a 15 ans. Et puis ils m'ont laissé les cheveux comme je suis là. Mais j'ai pas eu de lifting du visage ou quoi que ce soit, quoi. Sur 15 ans, toi, tu te dis quand même en 15 ans... Je vois des photos de moi il y a 15 ans, tu fais quand même, il y a eu... Mais là, non. J'en reviens à ma question. À quel âge nous donne-t-on quel rôle ? Le film dont parle Jean-Noël, c'est quand même un film où Valérie Lemercier joue Céline Dion à tous les âges, de 7 ans à plus de 50 ans. Quand elle joue la chanteuse enfant, des effets spéciaux ont rajeuni l'actrice, un peu chelou, mais ok. Mais à 50 ans, autant Valérie que Céline, elles ont quand même comme point commun de ne pas spécialement montrer qu'elles auraient vieilli. Donc j'ai voulu parler de ça avec une comédienne qui aurait 50 ans, mais dans la vraie vie, et pas dans l'illusion qu'on en donne. J'ai tout de suite pensé à celle qu'on appelle Jaja, dans le paysage théâtral roman. Jaja, pour le coup, elle a passé 50 ans, elle adore ses cheveux blancs, et elle regrette en rien la quarantaine où elle était fit, comme elle dit. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle porte un regard très critique sur la profession, tout en restant passionnée. Je lui ai rendu visite par une chaude après-midi d'été, on a laissé la fenêtre ouverte pour entendre les oiseaux, et entrecoupé de quelques cigarettes, on a beaucoup échangé sur notre étrange boulot. Elle a commencé par me raconter que des comédiennes cinquantenaires, déjà, il n'y en a pas tant que ça, et que c'est rarement elles qu'on appelle pour jouer les rôles qui les concernent. L'âge, c'est un truc qui est complètement dans l'angle mort. Parce qu'on est beaucoup sur les histoires de genre ou de racialisation, mais pas du tout sur les trucs d'âge encore. Bizarre, hein, un peu les vieilles meufs quand même. Qu'elles passent toujours après les autres. C'est quand même un truc qu'on peut pointer du doigt. Moi, à 50 ans, et ça depuis déjà quelques années, on me demande régulièrement de jouer des vieilles dames. Donc moi, je reçois des scénarios où c'est marqué « la vieille dame ». Voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien être une vieille dame. Simplement, dans la représentation, c'est en lisant le scénario. Puis des fois, j'ai vu des images de vraiment... C'est Mamie Nova, quoi. Enfin, tu vois, elle a 85 ans, la mamie, quoi. T'es là, puis tu dis, il n'y a pas un souci, là Moi, je suis OK d'être invisible, c'est-à-dire moins visible. En revanche, l'invisibilisation des meufs de 50 ans et plus, comme tu peux la voir dans les fictions, je parle beaucoup des séries télévisées, tu vois, parce que je dis toujours que les femmes qui, comme moi, ont des enfants entre 20 et 25 ans, ben, elles sont jouées par des meufs de 42 ans, on va dire. Puis t'es là, tu dis, ok, bon, elles ont toutes eu des mômes à 17 ans, quoi. Enfin, il y a un blême. C'est ce que je vous racontais en début d'épisode avec l'histoire de la publicité. Alors ça aurait pu se résumer à un hasard unique, mais quand Jaja me raconte ça, je repense tout de suite à un casting que j'ai fait pour une série RTS. J'ai 32 ans à ce moment-là, et on me propose cette fois-ci un rôle de mère de famille. Le scénario indique que j'ai 2 enfants. Moi, j'ai personnellement pas d'enfants à ce moment-là dans ma vie, mais j'essaie de me dire que c'est du cinéma et qu'on peut tout jouer. Sauf que je deviens clairement mal à l'aise quand je découvre que je suis censée avoir une ado de 16 ans, et que rien dans les dialogues ne thématise le fait que je serais un personnage qui aurait eu ses enfants ultra jeunes. J'en parle alors à la production en expliquant mon malaise, et on me répond gentiment qu'on pourrait, oui, facilement rajouter une ligne qui irait dans ce sens-là, tout à fait, mais que c'est ça aussi la magie du cinéma. Si dans le jeu, moi j'y crois, tout le monde y croira. Alors que, je ne sais plus quel est le nombre, la statistique, mais les femmes de plus de 50 ans dans notre société, c'est le plus grand nombre de femmes qu'on trouve dans notre société. Mais juste, on n'existe pas. Nulle part.
Enfin, pas dans l'imaginaire des gens. Et je pense qu'il y a un souci avec l'imaginaire. L'invisibilisation des femmes de cet âge-là influence notre imaginaire. On n'intègre pas qu'à 50 ans, on a des fois des gueules de gens qui ont un peu vécu des trucs, quoi, et que c'est normal. Je veux dire que la vie a passé par là. Il y a eu des enfants, des maladies, des deuils, des déménagements, des dépressions, des licenciements, des pertes de sens, des changements hormonaux, des accidents, des déchirures amoureuses, du chômage, des burn-out, des trucs, quoi. Des événements qui laissent des traces sur nos visages, oui. Et ce qui m'attriste, c'est qu'au final, c'est pas un problème uniquement lié au cinéma. Toutes les comédiennes et les comédiens que j'ai interviewés m'ont raconté à l'unisson que, bien sûr, le théâtre devrait être un espace où l'on peut s'affranchir bien plus fortement des conventions, se moquer des âges, des rôles, être inventif, mais qu'au final, ils ne dérogeaient pas tant que ça à cette règle. Mais alors, s'il y a si peu de femmes de 50 ans et plus, qu'est-ce qui fait qu'on dure dans ce métier ? Ça, c'est la question qui anime Jaja. Parce que je réfléchis beaucoup à ça, puis c'est le parcours d'une vie, hein, tu vois, à l'aune de 30 ans de comédienne sur le marché des comédiennes. Et en fait, comme j'ai jamais été une bonne meuf, si tu veux, c'est comme si, arrivé maintenant à 50 ans et plus, j'avais presque une longueur d'avance sur certaines autres femmes qui ont été des objets du désir et qui ont été désirées sur un plateau. Alors que moi, comme je dis toujours, j'avais pas tout à fait ma place, mon tabouret au bar, mais que je devais être un peu derrière à faire des grands signes pour qu'on me serve une bière. Donc voilà, parce que ce truc-là, il est encore complètement tabou. C'est pour ça que j'en parle avec prudence et qu'on n'a pas encore du tout fait l'aveu de ça, complètement. C'est-à-dire que ta désirabilité, en termes mais même vraiment juste physique, c'est une grande richesse dans ton parcours d'artiste et surtout d'artiste des arts vivants. Les comédiennes qui continuent à travailler pas mal, ce qui n'est pas mon cas, même si ça va, hein, concrètement, c'est beaucoup des femmes qu'on admire justement parce qu'elles sont restées désirables. Donc voilà, ça c'est encore une nouvelle injonction. Et franchement, tant mieux pour elle, tu vois, c'est pas du tout... Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est elle qu'on voit sur les plateaux, dans les rôles, tu vois. Peut-être, tu dis, mais en fait, moi, je peux pas être Phèdre. Et pourquoi ? Donc théâtre, tu dis, on a un problème, quoi, avec ça. Alors que peut-être que, je sais pas, intérieurement, dans l'énergie, moi, Phèdre, elle m'intéresse pas beaucoup présentement, mais voilà. Tu vois, si je prends la figure de Médée, c'est pas forcément une belle nana élancée, etc. C'est quand même une nana qui a quand même à un moment donné la rage, quoi. Et ça, moi, par exemple, je peux dire, ouais, je pense que j'ai cette rage. Quand elle a dit ça, j'ai senti que ça m'agaçait un peu. Je me disais... Bon, mais elles sont douées aussi, les meufs qui continuent dans ce métier. Et puis j'ai réalisé que si ça m'énervait, c'est que dans le fond, il y avait du vrai. Et je sais que la problématique prend sa source loin. Si je suis honnête, je dirais que la grande majorité des jeunes femmes qui sont prises dans les écoles de théâtre font partie du marché de la bonne meuf, comme dirait Despentes. Pour schématiser grossièrement, soit t'es canon, soit t'es assez bizarre pour détonner, et là t'as une chance aussi. Alors ce rapport a une forme de désirabilité que pointe Jaja, c'est complexe et effectivement assez tabou. Et je la crois lorsqu'elle dit que cette profession n'a pas totalement éclairci son rapport au désir. Les révélations via MeToo ont visibilisé une partie du problème. Plusieurs jours plus tard, ça me déprimait quand même pas mal toutes ces conclusions sur ce métier, où il ne semblait pas faire bon vieillir. J'avais une forme d'écœurement. Et puis, je me promenais en ville et je suis tombée sur des affiches du spectacle d'Yvette Terola, grande figure du théâtre roman. À 70 ans passés, elle foulait les planches pour un tour de chant. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a pas l'air de s'être lassé. Je ne la connaissais pas directement, alors je lui ai écrit. Et de la manière la plus simple du monde, elle m'a répondu dans la journée. On a bu un thé ensemble, chez elle. Et Yvette, ça a été une vraie rencontre pour moi. Quelqu'un qui m'a donné envie de continuer. Elle m'a impressionnée de générosité, de passion, de féminisme et de drôlerie. Je lui ai demandé ce qui était le plus difficile dans le fait de vieillir. Bon, c'est le regard des autres. Hein. Regard des metteurs en scène hommes aussi.
Moi, j'étais confrontée à ça souvent. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'acceptes, tu n'as pas le choix. Moi, je me souviens de metteurs en scène qui m'ont harcelé ou dragué, ou je sais pas. Et à partir du moment où j'ai eu 50 ans, c'était terminé. Même déjà un peu avant. Donc, en même temps, ils te foutent la paix, c'est pas si mal. Mais en même temps, tu sens pas... Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de désirer pour créer. C'était le cas de cinéastes, par exemple, qui disaient « Suisse, pourquoi vous engagez jamais des Suissesses pour jouer des rôles importants ?» Les Tanner, les Sauter. Ou on me disait parce qu'on a besoin de désirer. Et les comédiennes d'ici, on les connaît, on fantasme plus sur elles, quoi. La force d'Yvette, c'est de ne jamais avoir été dépendante de ce regard porté sur elle, d'être restée intransigeante sur ses choix dans sa carrière, quitte à travailler moins par moment, de favoriser un regard toujours engagé, politique, d'être aussi moteur en proposant ses propres créations, mêlant prose et chant par exemple. La voir me raconter son parcours m'a donné de la force. Et puis ça m'a fait du bien de l'entendre dire avoir l'impression que le monde artistique bouge malgré tout. Ce qui change maintenant, c'est qu'il y a aussi pas mal de femmes metteurs en scène. Tu sais, c'est difficile de changer un regard masculin sur les femmes. C'est pas si simple, il faudra du temps. Moi-même, j'ai besoin aussi de plaire. Et c'est pas mal. Il faut pas être protestante et puis se battre en disant quelle horreur, je veux plaire et tout. On fait un métier quand même où on est en représentation. Un métier égocentrique quand même. Bon, après, il faut mettre l'ego au bon endroit. Moi, je suis moins égocentrique qu'avant. Moi, je trouve que c'est en train de changer. Moi, je suis assez optimiste. Je trouve qu'il y a énormément en ce moment de cinéastes, de scénaristes, d'historiennes, de comédiennes, dans tout, qui viennent, qui prennent enfin leur place, qui font entendre leur voix. Enfin, et quand tu vois les chroniqueuses, moi, je regarde pas mal la télé, sur les plateaux télé, des femmes d'une intelligence, ça fait du bien. On se dit, mais comment on a pu vivre sans ces femmes? Comment on a pu se passer de leur talent et de leur... Il y a toujours eu des femmes qui ont été visibles, mais la plupart ont été invisibilisées. On a évoqué toute sa carrière et c'était très émouvant. Et c'est bête à dire, mais ça fait du bien de rencontrer des personnes qui font ce métier et qui, même après des années, ont l'air équilibrées, passionnées et ouvertes d'esprit. Voir que c'est possible de ne pas être aigri. Tu sais, ça fait 62 ans que je joue. 62 ans que je suis sur scène, sans discontinuer, avec autant de plaisir. Des fois, je fatigue un peu, ça arrive. Là, en ce moment, par exemple. Mais j'ai toujours la même curiosité et la même passion pour ce métier, si tu veux. Mais c'est beaucoup, 62. J'ai commencé à 14 ans. Avec Beno Besson, Sainte-Jeanne des Abattoirs. C'est mon premier spectacle professionnel. Après, ça n'a pas arrêté. Ouais, j'ai plein de projets. Ouais, je suis contente. Je suis contente parce que je ne crois pas que je pourrais vivre sans ça. Je serais trop triste, quoi. Je m'ennuierais. Ouais. Mais j'approche 80, après, il faut rester. C'est surréaliste aussi en même temps. L'âge, le chiffre, ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Ce jour-là, c'était son seul jour de libre parce qu'elle est à fond, Yvette. Elle m'a parlé du spectacle Barbara et Brel dans lequel elle jouait à ce moment-là, d'une autre comédie musicale à venir et de la pièce J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle jouera en 2024. Et Yvette défend férocement la nécessité de rendre les personnes âgées visibles sur les plateaux de théâtre et les conditions pour ça. Mais là, je suis contente de partager la scène avec Franck Michaud. J'ai le double de son âge, donc c'est très intéressant. Je suis confrontée à des gens jeunes qui ont une autre énergie et tout. Et moi, comme j'ai 76 ans, ça me fait du bien, disons, si tu veux, ça me fait du bien. Ça me donne de l'énergie, ça me donne aussi des fois un autre regard sur ce métier. Je trouve important, souvent il n'y a pas cette transmission. Dans les deux sens, des jeunes aux plus âgés et inversement, les plus âgés aux jeunes. Il n'y a pas parce que les gens qui sortent de la manufacture, qui sortent des teintureries, ils restent ensemble, ce qui est normal, ils font leur production. Il y a très peu de gens âgés sur un plateau, je trouve. Il y a une force quand même de l'âge et de l'expérience des gens âgés sur un plateau. Le corps parle, et un corps plus âgé,
C'est important. Moi, je trouve que sur une scène de théâtre, on devrait pouvoir tout faire. Et où l'âge ne devrait pas avoir beaucoup d'importance. Moi, où ça on a de l'importance, c'est pour la mémoire. Là, je commence à avoir un peu peur, disons. Mais il est important, si on veut que les gens plus âgés continuent de jouer, de mettre au point des stratégies. C'est important. Moi, quand j'ai joué à la comédie là dernièrement, il y avait quelqu'un dans la salle qui me soufflait, si jamais. Ça devrait être possible. Mais le fait même de dire à un comédien « mets une oreillette », ça peut être très mal pris. Alors que moi, j'ai pas de fierté par rapport à ça. Bon, je m'en fous. J'ai pas peur, hein, je sais mes textes, je les apprends, mais j'ai peur sur scène. Parce que la mémoire, c'est comme ça. Quand on vieillit, le cerveau est moins plastique, et voilà. Alors peut-être que j'étais dans ma maison et j'entendais être la plus vieille, il y aura celle qui joue la plus jeune comédienne, peut-être qu'elle va apprendre mon rôle, ce qui serait beau, et je peux m'appuyer sur elle si jamais. J'avais déjà vu ça une fois, une jeune comédienne qui accompagnait Nejdolski, mais tu ne vois pas qui c'est, une toute vieille comédienne, et elle avait appris son rôle, et elles étaient côte à côte, c'était très émouvant, et quand c'était nécessaire, elle lui soufflait. S'il n'y a pas cette entraide-là dans le théâtre, il y a où alors Non, franchement, non. Juste avant de quitter Yvette, elle m'a demandé si elle pouvait essayer mon manteau qu'elle trouvait super. Elle l'a enfilé et je la regardais tout sourire devant son miroir comme une jeune fille. C'était comme si on avait échangé nos peaux l'espace d'un instant. Je suis sortie revigorée de chez elle. Les jours suivants, j'ai repensé aux vieux comédiens et comédiennes que j'aimais voir jouer. Je dis vieux avec tendresse et parce que je tente de remettre un peu de noblesse à ce mot. J'ai pensé à Pierre Bandret. Je souris en me rappelant que dans un projet autour de la Cerizay de Tchekhov, il avait joué First. La pièce indique un vieillard de 87 ans. Dans la pièce, tout le monde dit au revoir à la maison de la Cerizay qui va être vendue, mais ils partent en oubliant First. Et il conclut la pièce sur ces mots qui me touchent au cœur à chaque fois. La vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. J'ai donc retrouvé Pierre et on a causé pendant près de 2 heures. On a parlé du sentiment de l'âge, et Pierre a commencé par me raconter que lui, il venait d'une famille de paysans dans le Gros-de-Vaud, un milieu dont il a dû s'extraire. C'est comme si le théâtre lui avait permis de rajeunir d'une certaine manière. Les possibilités de rêver n'étaient pas très grandes. Il y avait beaucoup de boulot. Je suis fils de paysan, donc les vacances, c'était du boulot. Et puis, les rêves, c'était quoi ? C'était peut-être de se sortir de là un peu. Ce qui, effectivement, démarquait les gens que je trouvais vieux ou pas, quel que soit leur âge, c'était un peu cette espèce de poids sur les épaules, d'avoir un parcours un peu obligatoire, de répondre un peu à qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Non mais fais quelque chose d'un peu sérieux de ta vie, je sais pas quoi, un côté un peu sérieux. Effectivement, j'avais choisi, à 20 ans, un métier où j'avais un entourage qui me disait mais fais un vrai métier, où ça va te conduire, est-ce que ça va te nourrir, est-ce que tu vas en vivre Et effectivement, je crois que même si j'avais une insouciance à l'intérieur, ou en tout cas une passion naissante, je me sentais vieux, entre 15 et 25. Je me sentais vieux, ou de me projeter dans quelque chose de vieux, ou d'avoir raté d'être jeune. C'était quand même quelque chose qui me pesait, mais aussi dans mon parcours, parce que je suis parti, pour le dire un peu vulgairement, d'un trou du cul du monde, pour arriver dans une grande ville qui est Lausanne. Tu vois, tout est relatif, mais pour moi, c'était une grande ville. Puis après, depuis Lausanne, de passer à Paris, ça a été des espèces d'étapes aussi, où il y avait de quoi se faire du souci. Je sais pas comment dire. Ça, c'est une phrase de ma tante, ça. On se fait du souci pour toi. Il y avait de quoi se faire du souci, effectivement, parce que c'est de paris sur l'avenir, auquel je n'étais pas forcément très préparé. Je partais un peu à l'aventure. Une aventure qui dure depuis 50 ans. Se faire du souci, ça rend vieux, me raconte Pierre. Moi, j'ai pas dû convaincre ma famille, et c'est un grand privilège, mais ça me fait réfléchir à l'instabilité de ce métier. Par moments, c'est sûr que ne jamais savoir si je vais avoir du boulot dans 1 an, avoir peur de ne plus être dans le coup, c'est anxiogène.
Et oui, parfois, je rêve d'un métier à horaire défini, régulier, sans déplacement, de ne pas devoir changer d'équipe constamment, avec les déchirures que ça implique et les recommencements à zéro. Un travail qui serait circonscrit à un espace que je quitte quand je rentre chez moi. Mais je sais que c'est aussi ça qui me rend vivante. Et puis l'une des choses qui crée de la peur chez moi dans la perspective de continuer ce métier, c'est de constater que les conditions de travail se péjorent. Et ça, Pierre, en 50 ans de travail, il peut en témoigner. C'est marrant, je faisais le point avec des camarades du conservatoire où on se disait qu'effectivement, nous, on était un peu la génération post-68. À quelques exceptions près, aucun de mes camarades n'est devenu metteur en scène. C'était aussi une époque où on avait plein de boulot, on nous proposait plein de boulot, donc on n'avait pas à se le créer nous-mêmes. C'est aussi ça qui a changé beaucoup. Tu es de cette génération-là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles, il y a beaucoup de gens qui doivent trouver des espaces pour faire leur truc, il y a peu d'argent pour le faire, donc on fait des spectacles sans scénographie, on fait des spectacles très... Tout ce qu'il y a maintenant d'un peu grandiose, ou en tout cas démesuré dans l'art ou dans le spectacle, tout à coup, ça se limite maintenant à des grands événements, ou alors l'opéra, qui est une forme quand même assez figée. Ouais, c'est quelque chose qui me manque, mais bon, je veux dire, je pense que c'est un des corollaires du vieillissement, c'est que tout à coup, il y a des choses, effectivement, qui... Stéphane Zweig a appelé ça le monde d'hier, mais c'est vrai qu'il y a un monde d'hier qui ressemble toujours peut-être à un paradis. C'est vrai qu'il y a toujours un monde d'avant. Quand tu vieillis, il y a un monde d'avant. Je trouve que ça va vite maintenant. Et quand je vois ce qui se passe à Vidi, par exemple, où tu as 158 spectacles qui se jouent un jour et demi, 2 jours, 3 jours, on est dans une espèce de consommation comme ça, et où je me dis, la fonction d'un théâtre comme centre de la cité, dans la cité, c'est juste de présenter une multitude de choses. Et c'est vrai qu'objectivement, ça aussi, c'est une chose qui a changé pour moi il y a 50 ans. C'est vrai qu'il y avait 10 fois moins de spectacles. Tu joues qu'une fois, 2 fois. Et quand tu joues une fois, 2 fois, tu te dis, mais je rate tout un côté du théâtre qui est ne pas rencontrer que les abonnés, mais avoir un spectacle qui a un bouche à oreille, qui amène du public, d'avoir un rapport avec ce public, d'avoir le temps de les rencontrer, d'avoir aussi tout ce qui est organisé dans les théâtres sur les rencontres du public, d'avoir aussi un débat sur la qualité du spectacle, et puis d'avoir une chance aussi que le spectacle se développe, et puis il y a une vie, commence à exister, et puis que des gens disent « Ah ouais, il faut aller voir ça, il se passe ça à ce moment-là. » On a l'impression de ne plus avoir le temps, que le théâtre puisse prendre sa place, puis que les spectacles qui sont super, formidables, puissent se jouer effectivement plus longtemps, C'est difficile de trouver l'équilibre. Ne pas affirmer que tout était mieux avant, mais reconnaître aussi que nos conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Notamment les durées de jeu des spectacles qui rétrécissent façon crop-top. Et ces durées courtes ont des répercussions sur nos salaires et indirectement sur nos droits d'intermittents. Et surtout, c'est terriblement triste de fournir une énergie considérable pour créer des spectacles qui sont rapidement consommés et très vite oubliés. Je me dis que cette bataille continuelle, sur le long terme, c'est épuisant. Mais Pierre a quand même su me redonner le sourire en racontant que le fait d'être acteur ou actrice a quand même un effet un peu magique, celui de nous extraire de notre condition le temps d'un moment. Tu peux tout jouer si tu cherches le chemin pour les jouer. Je ne sais pas comment dire, il faut en faire quelque chose, il faut inventer quelque chose avec ça. Je sais pas, je me rappelle c'était pas une pièce géniale, mais d'une pièce de 2 grandes actrices françaises, Nelly Borgeaud et je sais plus qui c'était, qui jouaient des petites filles. Elles avaient, 72 et 75 ans, et c'était formidable. C'était formidable. Ça aurait pu être nul, du genre, Betty fille, à faire des trucs et tout ça, mais c'était formidable, parce que tout à coup, elles avaient utilisé, je sais pas quel secret de ça, c'est du travail, mais elles avaient utilisé quelque chose d'elles, quelque chose de l'enfance qui est toujours là, et je crois que c'est la chance aussi des métiers qu'on fait, de pouvoir se balader aussi à l'intérieur de personnages extrêmement différents de nous, socialement, en âge, physiquement, ou imaginent des choses totalement imaginaires, dont
La crédibilité est toute relative. Je pense que cet imaginaire-là qu'on utilise au théâtre, il est vachement important sur les problématiques de l'âge, même pour les gens qui ne font pas de théâtre. C'est d'avoir toujours ce sentiment que tout âge est un âge des possibles. Pierre m'a confié que le théâtre, c'est une façon d'être en mouvement, à plusieurs niveaux, et que pour lui, les gens qui lui avaient paru vieux, c'était au contraire des gens qui s'étaient arrêtés. Ça, c'est venu faire écho à l'une de mes peurs les plus profondes face à la vieillesse. Ce sentiment qu'avec l'âge, on devient rigide. Ça me terrorise. S'arrêter de se remettre en question, s'arrêter de chercher à comprendre le monde, s'arrêter. J'aime alors l'idée que le théâtre force à être en mouvement, à plein de niveaux. J'ai laissé Pierre et je suis rentrée chez moi. Je repensais à tout ce qui m'avait été dit sur ce métier. J'avais le cœur un peu chargé. Un mélange d'espoir et de lourdeur. Je ruminais. D'un côté, des regards qui changent, des femmes qui prennent le devant pour mettre en place de nouveaux récits, et de l'autre, un monde qui rétrécit nos possibilités de créer dans des conditions décentes et pérennes. J'ai retrouvé le comédien Claude Thébert, 76 ans, pour avoir son regard sur ces changements. Claude, c'est un conteur formidable. Un grand-père aux yeux d'enfant, son éternel bonnet vissé sur la tête et 2 rondes lunettes au bout du nez. On a bu un café à Genève, sur la terrasse du théâtre du Grutli. On a parlé d'un monde qui bouge. Et comme c'est un grand lecteur, Claude m'a aussi fait remarquer que c'est stimulant de voir que nous vivons une période de changement dramaturgique. Je pense que les dramaturgies ont changé quand même. C'est-à-dire on est moins dans la fixation de personnages. On est plus quand même, depuis quelques années, dans le récit. Et il y a beaucoup moins personnages comme ça, bien définis dans leur âge. Mais je pense que l'écriture théâtrale a changé. Et ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect qui m'intéresse. C'est quand même travailler avec des écritures d'aujourd'hui. Je crois que ça peut me donner envie de vieillir parfois. La curiosité de voir ce qui nous attend. Et de se dire qu'on peut se réjouir des changements parfois. Si j'avais retrouvé Claude devant ce théâtre, c'est qu'il allait jouer dans la pièce S'enraciner dans les ruines, mis en scène par sa fille et son beau-fils. À force de croiser tous ces comédiens hyperactifs à des âges où d'autres s'arrêtent de bosser, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander s'il y pensait jamais, lui, à s'arrêter. Ah, alors par rapport à la retraite, moi j'ai jamais imaginé que je pouvais, que je voulais être en retraite. J'avais vraiment pas envie justement d'entrer dans ce qu'on appelle la vieillesse, avec, je trouve, avec pas mal d'arrogance comme ça. J'étais vieux. Puis voilà, t'es vieux, c'est la fin. Comment je pourrais vivre sans ça? Oui, sans le théâtre. J'ai pas une culture de la paresse. J'ai pas une culture des vacances, par exemple. Je sais pas ce que c'est, ça. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Les vacances, se détendre. Je crois que je mourrais très vite si je faisais pas ça. Je sens que j'ai besoin aussi d'une structure extérieure. J'ai besoin d'un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Et si j'avais pas ça, je me déglinguerais très vite.
Je suis partie de cette terrasse portée par l'amour de Claude pour sa profession, son amour des auteurs et des autrices. Et après tout ça, je me suis dit que c'est vrai que dans le fond, j'avais eu peu d'occasions dans ma vie de jouer avec des acteurs et des actrices bien plus âgés que moi, que c'était dommage. Alors je laisse les mots de la fin à la malicieuse Yvette et un extrait de son spectacle Comme un vertige qu'elle a enregistré en public. Dans ma bouche, ça passerait pas, mais dans la sienne, évidemment, c'est délicieux. Elle nous dit qu'il y en a marre des vieux. Non mais je devrais avoir honte d'être encore là. Il y en a marre des vieux, de cette peste grise. Ils vous racontent 10 fois la même chose. Ils sentent pas bon, ils coûtent cher, beaucoup trop cher. Ils oublient tous les codes. Quand on leur demande, ils en font profiter tout le monde. Mon code, mais 1926. C'est mon année de naissance. C'est astucieux, non? C'est malin, hein? Il y en a marre des vieux. Ils voient trouble, ils font répéter, ils s'étouffent, ils perdent leurs clés, ils tombent par terre, ils font des miettes, ils en veulent plus, ils en veulent encore, ils oublient de prendre leurs médicaments, ils pètent sans le savoir, ils répondent alors qu'on n'a rien demandé, ils posent des questions sans attendre de réponse, ils vous observent depuis leurs fenêtres, ils vous surveillent, ils vous épient, ils vous empêchent d'avancer sur les trottoirs là, ou dans les couloirs des supermarchés. Ils voudraient mourir, mais ils n'y arrivent pas. Ou alors, devant leur poste de télévision allumée, et on les retrouve 3 semaines après à cause de l'odeur. C'est du propre. Il y en a marre des vieux. Non mais c'est vrai. Faudrait, je sais pas moi, instaurer un calendrier de péremption. Un gériadata. À partir de 65 ans, plus le droit de prendre le bus avant 9h du matin. À 70 ans, on leur retire le droit de vote. À 72 ans, plus de permis de conduire. À 75 ans, tous dans des hospices ou dans des camps retranchés, mais loin du bal. Les vieux, les vioques, là, les vieux débris, les vieux schnocks, les cacochimes, les vieilles peaux, les crolons séniles, les vieilles taupes, les vieilles biques, les vieux boudins. Non, mieux, il faudrait inventer la pilule pour plus avoir de vieux. Alors même si à en croire Yvette, Pierre et Claude, il semblerait que j'ai choisi un métier où on ne s'arrête jamais, je peux bien imaginer que c'est un défi énorme de se retirer du monde du travail alors que ça occupe une place monumentale dans nos vies. Et c'est une question qui me taraude beaucoup, le temps qu'on consacre à notre boulot, au quotidien ou à l'échelle d'une existence. Et comment envisager sereinement une vie à la retraite. Dans le prochain épisode de Vieille Peau, on parle donc de la vie d'après. Vieille peau, vieille peau. Non, j'ai pas envie. Vieille peau, vieille peau. Vieille peau, un podcast de reportage et phonique, écrit, monté et réalisé par Charlotte Dumarteret, accompagnement éditorial et production Laure Gabu, création sonore Basile Rosselet. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du canton de Vaud, de la Fondation Jan Michalski, la Fondation du Jubilé de la Mobilière, la Fondation Lennartz et la FSRC. Si ça vous a plu, partagez autour de vous et foncez sur reportage.ch pour découvrir les autres podcasts. Un immense merci à toute l'équipe de Reportage. Reportage.